Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation. Collection dirigée par Jean Nadal. L'histoire de la découverte de la psychanalyse témoigne que démarches cliniques et théories issues de champs voisins ont concouru, par étayage réciproque, à élaborer le concept d'inconscient, à éclairer les rapports entre pathologie et société et à reconsidérer les liens entre le malaise du sujet singulier et celui de la civilisation. Dans cette perspective, la collection Psychanalyse et civilisation tente à promouvoir cette ouverture nécessaire pour maintenir en éveil la créativité que Freud y a trouvée pour étayer, repenser et élargir la théorie. Ouverture indispensable aussi pour éviter l'enfermement dans une attitude solipsiste, qui, en voulant protéger un territoire et préserver une identité, coupe en réalité la recherche psychanalytique de ses racines les plus profondes. Dernière parution. Richard Abibon, À bord du réel, une exploration de l'ombilic des rêves, 2015. Jean-Michel Porret, La cure psychanalytique de l'enfant, 2015. Marie-Laure Diamond, Sortir de la masse, psychanalyse et anthropologie critique, 2014. Pascal Hachet, Rahanche et le psychanalyste, 2014. Alain Delbé, La voix contre le langage, 2014. Albert Ledors, Culture, métissage et paranoïa, 2014. Louis Moreau de Bélin, La jeunesse de la politique. Légitimation VI, 2013. Tayeb FERRADJI et Guy LESOEURS, Le frère venu d'ailleurs, Culture et contre-transfert, 2013. Martin Reca, Heinrich Henrike Racker, 2013. Michel Schroten, Pour une psychanalyse de l'enfant adopté, 2013. Claude Broder, Regard d'un psychanalyste sur la société, 2013. Gabriela Tarantotournon, La psychanalyse comme parcours poétique. Une odyssée de soi, 2013. Marianne Bouhasssirachon, Frères et sœurs intimes ennemis. À propos du complexe fraternel, 2012. Marie-Laure Diamond, Fraternité emprise esclavage. Psychanalyse et anthropologie critique, 2012. Louis Moreau de Bélin, L'accès au social, Légitimation V, 2012. Après la première chute, la religiosité était tombée au niveau de la conscience déchirée. Après la deuxième, elle est tombée plus bas encore dans les tréfonds de l'inconscient, elle a été oubliée. Ici s'arrêtent les considérations de l'historien des religions. Ici commence la problématique propre aux philosophes, aux psychologues, voire aux théologiens. Mircea Eliade. Chapitre 1. La vie dans l'héliosphère. Un mystère temporel et une ontologie distributive dans la cosmogonie. Qu'est-ce que la conscience ? Le mot mystère est employé dans cet essai, dans le sens qu'on lui donnait encore en France au Moyen-Âge, sur le parvis des cathédrales. Une représentation du sacré habité par lui. Il a fallu 40 années de temps terrestre aux sondes spatiales explorées IE-2, avant qu'elles n'atteignent le vide sidéral intergalactique, pour pouvoir s'extraire de l'héliosphère, cette symbolique de l'œuf cosmique et de son mythe de création à l'échelle du système solaire. Comme pour tout autre dépassement auquel se voit confronté l'être humain, il usera de ses perceptions et de ses facultés d'entendement, pour définir la substance de son existence par les caractéristiques spécifiques qui s'en dégageront dans le temps et certaines se révéleront être communes à d'autres expériences individuelles, dont la matière expérimentale et les contenus expérimentés seront différents. Ces communs dénominateurs sont le lien du sujet avec les globalités psychiques de son espèce. Ils appartiennent à l'inconscient. L'évolution amplifie ces interrelations types, équivalentes à des ponts d'énergie entre le contenant réputé inconscient et ses contenus conscients. La conscience, cette expression de la réalité perceptible, s'exfolie dans l'enchaînement de la causalité, de l'inconscient primitif insaisissable. L'apparition de ce palier psychique secondaire peut se concevoir dès l'origine comme émerge de l'inconscience du milieu, la soupe psychique primordiale ou au commencement théorique, les 119 éléments connus à ce jour la constituèrent. Le milieu est assimilable à l'inconscient, et l'effet rétroactif de sa qualité physique sur l'unité dynamique de sa réalité première est l'agent causal source de préconscience chez les primates, dont l'ensemble des individualités chez les hominidés ne disposait que d'un seul moi,
celui du symbiote, le groupe tribal primitif. Cette entité étant constituée par des êtres vivants en symbiose, c'est-à-dire une association durable et profitable dans le temps pour chacun des organismes qui le constituent. Le symbiote appartient à un temps dont la nature est différente d'une autre. En effet, c'est celui de l'identité archaïque du sujet et de l'objet. La projection qui est le transfert d'un contenu subjectif dans un objet, ne devient projection qu'à partir de l'instant où est apparue la nécessité de dissocier l'identité à l'objet. Une type psychologique. De la même façon, le moi individuel se détache de celui de l'entité symbiotique dans laquelle il se fondait jusque-là. On retrouve dans la structure du psychisme de l'homme moderne l'idée de la préconscience dont la réalité fut mise en évidence par S. Freud dans Essais de psychanalyse. Sur le modèle de la soupe primordiale et de son expansion, se développe parallèlement à la prise de possession du volume cosmique, la manifestation d'une énergie dynamique interne, qui induit la structure de la matière dans un temps qui adhère et qui est inhérent à l'inconscient du milieu. Le temps moteur du déploiement spatial de la matière développe, dans le mouvement, la qualité du milieu, toujours en innovant et en allant de l'avant, par un nouveau mode d'expression, l'animation d'une composante biologique, ultérieurement présumée seule vivante consciente et préconsciente à des degrés variables à l'intérieur des espèces. Par le temps dans l'espace se découple le conscient, de l'inconscient du milieu cosmique. Selon Kant, l'espace et le temps ne sont pas des dimensions matérielles de l'univers, mais se rapportent aux perceptions sensorielles. Ils font valoir de fait leur qualité psychique, liée à l'homme et indépendante de lui. L'espace-temps est donc le plasmaïde où émergent les perceptions et les connaissances concernant l'univers physique perçu ultérieurement par l'homme, à l'extérieur et à l'intérieur. Le temps et l'espace conditionnent le pouvoir perceptif du psychisme de l'homme dans son rapport à l'entendement de la création cosmique. Ce rapport de proportion n'est pas une simple convention, il définit un tout. Cet archétype fonde le réel, celui du logo, cinquième dimension de sa mathématique simple, la psyché des profondeurs. S'il perçoit des qualités psychiques communes entre l'homme et l'univers, le philosophe ne considère pas moins son prochain comme un animal qui a besoin d'un maître. Ainsi l'homme, chosifié par l'ignorance et la servitude inhérente à sa condition sociale, doit être soumis. Il est légitime de souligner cette contradiction du discours. Kant reconnaît l'originalité transcendante de l'espace, du temps et de la psyché, avec comme corollaire la connaissance accessible à l'homme. Mais son esprit des Lumières confronté à la matérialité pragmatique du monde, ne peut qu'entériner la division de l'humanité entre dominant et dominé. Pour Kant, la dualité du monde est la valeur transcendantale par excellence, et les opposés contradictoires ont valeur de loi. Schopenhauer souligne la position centrale de la symétrie dans la réflexion de Kant. Le contresens philosophique a survécu et prospère. Le double langage nie l'éthique humaniste élémentaire. Le monde se divise en deux entités distinctes, la matière et la psyché. Avec Kant se referme la conscience de l'unus mundus. La nouvelle conception domine l'esprit des Lumières et trouve son plein rayonnement dans nos démocraties hypermodernes, où culmine l'absolutisme d'un vieil obscurantisme, celui du sang bleu. Si donc le point de départ de la philosophie kantienne est exact, que le temps et l'espace se rapportent aux perceptions sensorielles, alors qu'est donc ce qui les perçoit, depuis leur point de départ et dans leur réalité cosmique antérieure à l'homme, si ce n'est le vivant et le vibrant cosmologique, c'est-à-dire la psyché universelle temporo-spatiale, centre explosif, focale de toutes les perceptions premières, secondaires, multiples et collatérales, tout en expansion dans la forme, sous deux aspects conscients et inconscients au travers des expressions physiques, mathématiques et physico-chimie. Toujours sur le même schéma, le temps est assimilable à la soupe primordiale des éléments. C'est la manifestation en surface d'une fraction perçue du temps qui caractérise la conscience du milieu, par le biotope. C'est ce dernier palier qui engendre dans le temps une perception psychique de la réalité, c'est-à-dire une représentation du monde déduite du perçu. Ainsi se crée simultanément une apparente dichotomie entre milieu fondamental inconscient et sa production spécifique, qui s'assimile à une singularité de surface consciente, détachée depuis l'organogenèse et supposée détenir à elle seule la totalité de la psyché. La conscience naît de la globalité universelle première sans forme et se déploie dans l'univers de la forme.
Sa parturition dans l'horizon cosmologique est due à une synergie interrelationnelle au sein de l'inconscient entre le point, l'énergie, la matière, le mouvement de l'espace et du temps. Le processus est toujours le même. Ce sont soit les couches supérieures qui se détachent progressivement d'un noyau central dense pour constituer la sphère secondaire du stade évolutif suivant comme dans la structure de l'inconscient, soit le bloc central qui se découple comme dans la cellule. 3 à 5 millions d'années plus loin, l'humain a fait en sorte que l'horizon de son espace s'étende aux confins de l'héliosphère. Une unité qui se définit comme la zone d'influence solaire maximale dans le vide intergalactique qui l'entoure. L'héliosphère est un archégone, un arc de la création, le lieu où elle a le plus de probabilité de développer ses perspectives. Le psychisme humain est cette réalité autonome structurée et fondée sur la potentialisation cognitive motrice et neurovégétative des perceptions sensorielles de l'être par lui-même, tel que Freud le définit empiriquement et âme de l'homme selon Jung, c'est-à-dire l'ensemble de ses contenus psychiques. Il a subi en conséquence au cours de l'évolution, une inflation ainsi qu'une restructuration et l'inconscient relativisé du milieu où la vie s'est développée, en traversant le mammifère humain des origines qui vivait l'expérience animale, s'est alors exprimé par nécessité au moyen de son potentiel complémentaire, la conscience. Le pouvoir de la fonction définit le rapport entre l'organe et le logo, universel, créatif. Le rapport de proportion écarte la notion de dualité. Le logo universel créatif, cumulant les pôles harmoniques et disharmoniques. De la même façon, toutes les étapes précédentes sont incontournables. Celles des éléments impulsent les nucléotides, qui à leur tour sont pouvoir de la fonction, projection dynamique et nécessité créative ou destructive de l'inconscient relativisé de l'ARN messager, messager des dieux, navette spatiale ouvrière et nanométrique du stade ADN végétal et animal, ontologie téléologique, qui est l'expression de l'évolution transcendant toute finalité et manifestant l'idée archétypale d'une perspective. Du grec télos, fin, et nomos, loi, la téléonomie est cette conception selon laquelle s'exerce tout au long de l'évolution une dimension psychique créatrice de la nature, complémentaire d'une nature purement matérielle et mise en évidence par les qualités sensibles de l'être créé par elle et percevant le projet dont elle le dote. Une notion développée par Jacques Monod, et qui s'inscrit ou non dans la loi de cause à effet, selon que le sens octroyé à la complémentarité relève ou non d'une opposition duelle. Mais si de plus s'exerce tout au long de l'évolution une dimension psychique créatrice de la nature, complémentaire d'une nature purement matérielle, c'est que la nature est alors considérée comme étant exclusivement et uniquement pure matière. Cette affirmation subjective contredit la loi de cause à effet dans le déroulement universel depuis le stade initial matériel et inconscient. Ce raisonnement fallacieux repose sur un a priori, celui de la singularité de surface consciente secondaire. Prémices imprécises et propositions arbitraires sont des artifices de sophistes. L'intégrer dans l'intellect collectif comme preuve évidente d'une dichotomie entre le milieu fondamental et sa production spécifique est un contresens. L'axiome erroné s'est imposé avec Descartes et Kant, rendant la matière et la psyché inconciliables. Matière et psyché sont auxiliaires l'une de l'autre. Dans la cellule, par la mitose, se produira le dédoublement cellulaire au moyen de la polarisation des chromosomes qui vont organiser deux groupes différents. Au cours de l'expansion de l'univers, matière et psyché se polarisent comme dans la cellule mais sans rompre leur unité fondamentale, bien qu'en surface elles puissent sembler l'être. C'est cette polarisation particulière qui développe la perspective cosmologique. Dans le premier cas, la ségrégation-séparation est une division en deux cellules, sans reste. Dans le second, il s'agit de la projection et de l'amplification dans l'espace-temps de la même unité ou logo universel. Ségrégation, séparation et projection sont l'inconscient dont la qualité première est quaternaire, comparable à ce que nous répertorions comme étant le vivant environnemental et spatial, le temps holistique du rêve, la synchronicité, l'unus mundus. En tant qu'être humain, nous avons du fait de l'omniprésence et de la toute-puissance de la dualité, tendance dans tous nos raisonnements à occulter consciemment et inconsciemment l'importance et la position centrale du logo universel, sans qui aucun rapport de proportion n'est possible. Conjonction du monologue intérieur du sujet et de son dialogue avec le milieu mère, avec la mère. Nécessaire et ou contrainte,
la nouvelle expression adoptée par l'inconscient relativisé du milieu où la vie s'est développée, est essentiellement une relation d'interdépendance où la perspective de la longue gestation de la psyché antérieure est d'ordre ontologique. Une psyché antérieure, à l'espèce humaine et de façon globale au vivant, dans l'environnement qui fut le sien, indispensable et nécessairement existante. En raisonnant par l'absurde, on voit que dans le seul cas de figure où avant l'apparition de l'homme, on n'accorde aucune possibilité d'existence autonome réactive et indépendante à l'inconscient universel ou cosmique et ou pas plus que celle qu'on accorde à ce jour à son logo conscient, ce qui est le cas de la nouvelle pensée épistémologique, toute perception est alors une authentique illusion, un mirage absolu. Dans ce cas, la référence kantienne sur laquelle s'articule l'approche scientifique et politique hypermoderne est la contradiction interne qui oppose l'univers de la transcendance temporo-spatiale des perceptions à celui de la raison spéculative pure qui organise la connaissance, source du matérialisme pragmatique dualiste. Kant arrive à point nommé pour prophétiser que la faculté de connaître de l'homme est la fonction qui organise la connaissance et par suite le savoir absolu. Ainsi selon Kant la réalité relève exclusivement de la raison spéculative, et non pas du logo qui ne serait qu'un environnement systémique d'objets planétaires et de vide spatial, occultant l'aspect déterministe de l'évolution darwiniste qui aboutit à l'homme. Ce qui nous renvoie de fait à la méditation sur la méa de la grande déesse, mais surtout à un moi psychique illusoire. Pourtant, selon Freud, ce sont bien les perceptions intérieures et extérieures qui constituent le moi et le ça. Sigmund Freud, 1923, traduit de l'allemand par le Dr Jankélévitch et revu par l'auteur. Les yeux s'ouvrent sur l'image du monde et du cosmos, à la fois extérieure et intérieure. Elle se réfléchit en nous par le monologue et le dialogue mental. Le mental étant l'esprit dans la matière, conscient d'être les deux en un, c'est donc la fraction du surmoi, celle en mesure de se déployer dans le temporel et l'intemporel. Quand le moi maîtrise son surmoi et son ego, ainsi que le complexe animus anima de sa persona, alors il ouvre la voie vers le soi. On voit qu'il existe une polarité du mental, selon qu'il est ou non sous contrôle. L'ego est une amplification du moi, qui n'est pas soumise au pouvoir du surmoi. Une interaction forte unit le conscient et le mental, elle est d'une nature comparable à celle qui est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Ceci explique la capacité de projection du mental gouverné par le moi, qui se trouve alors sur la voie de son individuation. Tout au long de cette élaboration du monde et de son cosmos immédiat, l'homme a alors conservé certaines des caractéristiques spécifiques de sa trajectoire vitale dans le conscient, reléguant dans les profondeurs de sa psyché toutes celles considérées comme des superstitions, des affabulations, des traumatismes, toutes celles à oublier pour une raison ou une autre, toutes celles à interdire, à réprimer, à étouffer, à déconstruire. Ceci explique la richesse archétypale de l'inconscient dans la psyché humaine et animale. Mais le caractère non limité des archétypes ne peut s'enraciner exclusivement dans sa dimension humaine, puisque dans les couches les plus profondes de son noyau dur, se situe toute la densité de l'inconscient du milieu originel qui s'est relativisé en adoptant l'expression de la conscience. Le cordon ombilical de la psyché humaine s'exfolie des profondeurs d'une dimension environnementale, dont la substance est cosmique, matière et énergie pure, considérée comme non consciente puisque sans raison d'ordre biologique. L'héliosphère correspond au blanc d'un œuf et l'astre solaire à son jaune. L'archégone de l'héliosphère est alors focalisé au système planétaire qui est fécondé du milieu. Le développement depuis le stade de germe initial puis d'embryon, ainsi que sa maturation vers les étapes suivantes de sa téléologie, est assuré par la qualité énergétique de ces plasmas noirs, blancs, rouges, jaunes qui sont aussi les 4 couleurs, symboles de l'alchimie. De l'Homo sapiens à l'homme neuronal. Qu'est-ce que l'homme ? Pour les tenants de la thèse moderne de l'homme neuronal, l'être humain n'est qu'un montage mécanique créant des contenus psychiques qui caractérisent sa fonction au monde et lui permettent de l'assumer seul, cependant que la psychologie des profondeurs a démontré que l'existence de ces stocks lui sont antérieurs et représentent l'héritage immatériel du temps traversant et vivant l'homme, une propriété remarquable, qui est la capacité fonctionnelle du temps à décanter à partir de la matière, la biologie consciente. On voit qu'il s'agit de deux conceptions opposées. La première où l'homme neuronal existe à côté du cosmos qu'il observe,
et la seconde qui propose un homme vivant à l'intérieur d'une création cosmique qui le traverse, qu'il peut comprendre, mais qui le dépasse, même s'il est en mesure de la modéliser par son intelligence propre. Pour l'homme neuronal, les structures de la matière dans le métabolisme biochimique du vivant en assurent la fondation et les fonctions. Elles relèvent d'une trajectoire antérieure purement matérielle réputée neutre inerte, c'est-à-dire vide de tout potentiel psychique. Si la matière s'avère vide de toute idée de psyché, en conséquence la conscience de l'homme est une pure illusion, une production de la neurophysiologie sans existence réelle. Ce qui est la thèse de l'homme neuronal, se définissant lui-même comme résultant de l'organisation hasardeuse d'une dimension matérielle pure dépourvue de toute psyché cognitive, que lui par contre engendre de son chef. Dans ce cas comme le non-cognitif engendre-t-il la pensée? L'hypothèse des flux cérébraux créant la pensée, la conscience et leur conjonction l'esprit, est au moins aussi hypothétique que l'existence d'une psyché antérieure s'étendant aux confins du cosmos. Quand je mets en fonction une ampoule classique, elle n'entame pas une conversation avec moi, elle ne fait que me rendre l'énergie électrique par l'incandescence de son filament. Le parcours structurant de la matière élémentaire est supposé être dû au hasard, incompatible avec l'idée d'une téléologie puis d'une ontologie. La matière ne peut penser par définition. C'est-à-dire que pour l'homme neuronal, elle conserve sa réalité apparente d'objet neutre et ne peut aller vers l'expression de sujet sensible qu'elle est potentiellement comme le montre l'observation de la nature en prolongeant son parcours dans le temps, jusqu'à ce nouvel état de singularité pensante, consciente d'exister. Cette vision associe des présupposés, matière, objet, neutralité, psyché absente et ou nulle, une triade qui serait un absolu selon le matérialisme dur contemporain et sa nouvelle épistémologie qui réfute même le relatif. Elle s'oppose naturellement au sujet sensible qu'une totalité psychique emplie par complémentarité, conscient, sujet vivant vibrant percevant, flèche gauche-droite inconscient, psyché autonome agissant. La psyché humaine inconsciente est capable de création ex nihilo. M. von Franz, les mythes de création. La matière-objet neutre qui constituerait la fondation du tout et de l'homme neuronal ainsi producteur propriétaire de sa pensée, bien qu'exacte en apparence, quand on considère le premier degré d'expression de la dite matière dans cette hypothèse théorique, ne l'est plus dans le monde des réalités de la physique moderne depuis Marie Curie et traduit une réduction des sens dialectiques et sémantiques qui structure la raison pour l'arrimer à une illusion lexicale que fonde la dualité par définition. Elle se résume à « Je suis un objet neurone pensant dans l'incapacité de se projeter ». Une architecture mentale construite sur l'idée étrange d'un univers mobile et d'une matière-objet neutre, vide de perspective agissante interne, c'est-à-dire vide de tout psychisme, sous-entendu vide de temps, donc immobile, alors que tout est en mouvement dans le cosmos depuis ce qui est le grand bruit. Le transfert ainsi opéré par ce médiocre subterfuge a permis au matérialisme de créer un leurre conceptuel fondé sur un pseudo-contraire fort et rigide, au sein de l'existant et d'y définir une frontière imaginaire. Celle que l'illusion lui fait percevoir entre la matière neutre insensible, a priori non vivante, opposée au biologique neuronal sensible, a posteriori vivant, organisé, actif et dynamique. Dans un tel cadre, l'homme neuronal, biologique et minéral, devrait être non conscient de son existence si la logique dont il se réclame jusqu'au syllogisme était au moins respectée, celle de la loi de causalité. C'est la mécanique cérébrale qui générerait dans son cas la pensée, de la même façon qu'un générateur le fait pour de l'électricité. Mais sans combustible ou énergie antérieure, le générateur ne peut en produire. L'homme neuronal nie la nécessité de ce médium, en lui substituant les propriétés électriques du neurone, qui seul invente pour son compte sa téléologie ontologique d'ordre humain. Cette façon de présenter la réalité du monde est indispensable pour la contrôler et assurer la volonté de puissance de ses théoriciens et de leurs adeptes. Le hasard seul règne en maître et induit donc dans cet esprit la thèse de l'élection de l'homme neuronal. L'unique voie de la connaissance contemporaine est assez paradoxalement celle du paradigme mécaniste, où sont enracinés les neurocognitivistes qui ne sont que des cartographes et se considèrent pourtant comme l'avant-garde de la science. Pourtant, le cosmos et le conscient expriment une entité autre par la totalité que représente le corps de l'homme, et traduit ainsi l'opération de conjonction réalisée par l'énergie du mouvement et la matière élémentaire dans les biochimies moléculaires et cellulaires en général et dans celle du neurone en particulier.
Les neurones sont vecteurs et transformateurs de l'inconscient en conscient et non producteurs de conscience. La transformation de l'inconscient portée par la matière physico-chimique, au moyen des spécificités physiologiques du neurone et du système nerveux, s'opère en plusieurs étapes. La première est la production d'énergie électrique à partir de la chimie du neurone, afin de rendre fonctionnel l'ensemble organique. La seconde étape conduit à la conversion de l'énergie électrique en une réalité d'ordre psychique, conscience, une transformation assurée par l'ensemble de la plateforme et les réseaux que constituent les extensions neuronales qui véhiculent l'information corpusculaire jusqu'aux noyaux centraux depuis les organes sensoriels cibles et enfin aux populations des neurones corticaux qui traduisent en flux de conscient, le ressenti, ce qui a été perçu. Le cortex rend une onde, une vibration à partir du signal corpusculaire reçu des cellules perceptives. L'information photonique est au départ inconscience du phénomène déjà en cours de mutation, courant du système nerveux périphérique vers le système nerveux central. L'information corpusculaire parviendra aux ganglions rachidiens postérieurs et aux ganglions des nerfs crâniens centraux, mémoire motrice et végétative, assurant les fonctions de l'organisme qui lui permettent d'accéder à la conscience du monde extérieur et intérieur, sujet percevant l'environnement où il se perçoit lui-même. La trajectoire des flux corpusculaires relève, avant les noyaux, de l'inconscient originel. Une fois traversés, les noyaux assurent le relais de l'activité somatique vers la mécanique sensitivo-motrice des organes, en même temps que l'information atteint les populations de neurones corticaux. Ainsi, la métamorphose de l'inconscient en conscience est réalisée. Une molécule extérieure ou matière inconsciente est devenue signifiante et consciente par l'énergie ondulatoire qu'elle infère sur les flux perceptifs, en direction des cibles corticales génératrices des différentes activités et par effet rétroactif, de sens et de conscience. La coordination secondaire coopérative des différentes perceptions prédisposera certains territoires à l'action du corps dans son environnement et à une lecture intelligente d'un réel vu, entendu, touché, goûté, coordonné, pensé, autrement dit perçu. Cette perception terminale, la conscience ou le conscient, constitue la nouvelle forme élaborée et structurée de façon complémentaire, sous laquelle se manifeste l'inconscient porté par la matière physico-chimique à une extrémité de la chaîne et en mesure à l'autre pôle, de regrouper, d'analyser, de coordonner et d'unifier toutes les informations perceptives captées par sa capacité biologique. Les neurones n'inventent pas, mais intelligemment transforment le code d'un flux, afin qu'il en exprime une polarité différente. Les interprétations erronées et leur déviance sémantique s'articulent sur des artifices d'illusionnistes de l'onomasiologie, cette procédure d'enseignement du sujet s'appuyant sur l'objet et son image irréelle. La description du neurone sujet transformateur permet de percevoir par déduction la matière comme sujet inconscient étant, en relation directe et certaine avec sa dimension de sujet conscient percevant une expression de la réalité. On saisit l'importance centrale de cette optique différente, où la matière est le sujet créateur, elle-même sujet de l'inconscient total originel, dont la création reste le sujet, comme la conscience est le sujet de la perspective du sujet. Le je-sujet implique l'axiome de la création et de sa qualité spirituelle intrinsèque, qui est psyché, intelligence du sujet matière. L'idée d'objet neutre inerte est un pseudo-contraire, sans existence dans le réel, difficile donc d'envisager qu'il occupe le centre. En conséquence, la thèse d'une conscience qui serait une sorte de sécrétion hormonale de la mécanique cérébrale glande endocrine de l'homme neuronal rejoint de facto une vieille croyance qu'il fut difficile d'éradiquer, celle de la génération spontanée. En fait, le cérébral baigne dans l'inconscient comme le préconscient, il est traversé par eux et dès cet instant en permet une lecture partielle, qui est alors conscience, devenue une des fonctions connues à ce jour de l'inconscient antérieur. Pour traverser le cérébral, l'inconscient, doit tout d'abord l'élaborer. La physico-chimie intérieure et extérieure à l'être joue sur la matière et sur les contenus psychiques individuels. Les troubles neurologiques détruisent ou peuvent détériorer les contenus psychiques et les aptitudes. Autre hypothèse à considérer, celle des contenus psychiques extérieurs au collectif humain, comme ceux des animaux par exemple et qui ne sera pas développée ici. Ceux indépendants de la biologie organisée sur le modèle neuronal, comme c'est le cas dans les deux autres règnes que sont le végétal et le minéral. Dans le développement de cette thèse,
Le sujet central qui présente une importance majeure pour la psyché humaine est celui des liens d'interdépendance qui unissent ou opposent les contenus psychiques des trois règnes. Je ne ferai que les citer ici, et je laisse à chacun le soin de réfléchir sur les développements qu'ils sous-tendent. 3 exemples, à la fois simples et extrêmes, ont une incidence considérable dans la déstructuration de la société hypermoderne contemporaine où nous inscrit le conscient collectif. À l'instar de l'inconscient collectif, son pendant psychique est le conscient collectif qui représente une puissance véritable, inouïe, très peu expérimentée et fort peu utilisée, à l'exception de quelques cercles, d'importance très variable, mais instruits de sa réalité, qui ont su incorporer sa pratique à leurs différentes traditions souvent abstruses, voire ésotériques et obtenir des résultats inattendus, dépassant souvent leurs propres espérances. Exemple. Proposons à des consciences branchées en réseau, donc des intelligences réceptives ouvertes sur le monde, de résoudre un problème scientifique sur lequel butent les chercheurs depuis 10 ans. Le sujet offert à la sagacité du conscient collectif, le décodage de la structure d'un enzyme jouant un rôle dans la maturation du virus HIV. En libre accès sur le réseau, les chercheurs en informatique et les biochimistes universitaires offrent à l'acuité et à la clairvoyance du collectif conscient d'intelligence globale de résoudre la difficulté qui consiste à déplier et replier une molécule, pour former une structure en 3 dimensions, afin d'augmenter la probabilité de mettre en évidence sur la protéine créée par l'applicature, les localisations potentielles où des futures molécules pharmacologiques pourraient agir. L'exercice demande une maîtrise mentale fine de la géométrie dans l'espace. La puissance mise en œuvre par le conscient collectif devient une fonction du nombre d'intelligences en réseau. C'est statistiquement la multiplication de son nombre qui augmente les chances de réussite. Le conscient collectif ici, 100 000 intelligences. Chacune d'elles travaille à arranger les chaînes d'acides aminés, qui constituent la protéine. Ainsi a pu être mise en évidence la structure de l'enzyme recherchée. Ici, le conscient collectif des intelligences est, au départ, étranger au domaine de recherche. Leur médium est l'engouement né de la nécessité d'aboutir. Cette téléologie est mise au service d'une étude pharmacologique fine, qui nécessite habituellement une expertise insigne pour une seule unité de conscience et d'intelligence. On peut donc également en déduire que le médium psy est essentiel, nécessaire et indispensable. Si l'on étend le raisonnement à l'ensemble des qualités sensibles qui sont en mesure de se combiner avec la connaissance acquise par la multitude, et avec pour sujet, une plus large et plus profonde compréhension, un plus grand entendement de notre environnement, alors dans cette optique théorique et au vu de l'exemple expérimental ci-dessus, le qualificatif de médium psy est synonyme de psyché collective ou globale. Voir l'expérience Foldy http://fold.it de l'Université de Washington en 2008. La publication scientifique mentionne le nom des participants. Prenons 3 exemples des liens d'interdépendance qui unissent ou opposent les contenus psychiques des 3 règnes, et un 4e pour faire contrepoids au précédent dans le cadre d'une interrelation structurante civilisatrice et créatrice. 1. L'incidence sur la psyché planétaire de l'irradiation volontaire et involontaire. Il s'agit bien d'une relation d'interdépendance conflictuelle entre les contenus psychiques évolutifs des caractéristiques rayonnantes du minéral, et ceux propres à l'homme vivant biologique. Excepté l'espèce humaine, aucun groupe n'a jamais exploité ou manipulé d'éléments radioactifs pour son usage. À l'adresse http://youtube.be/dexprashkiavi, on trouve une carte des explosions nucléaires sur la Terre de 1945 à 1998, pour les Britanniques 45, pour la France 210, pour l'URSS 710 et pour les USA 1032, soit un total de 1997 explosions. 2. Les psychotropes chimiques de synthèse tels que la phénylisopropylamine, première synthèse amphétaminique. 3. Les alcaloïdes de synthèse d'origine végétale. Dérivés de la pyrrolidine, de la pyridine et de la piperidine, nicotine, de l'opium, morphine et héroïne, de l'ergot de seigle, acide lysergique, du cinchona ou quinquina, quinine, du tropane, cocaïne et atropine, de la purine, caféine et théophiline. 4. Le blé, le maïs, le riz. L'interaction de l'homme neuronal avec les contenus psychiques intérieurs ou extérieurs sont traités par la médecine interne, la psychologie, la pharmacologie, la neurophysiologie, la psychiatrie.
À ce stade de l'exposé, il est important de rappeler ce que signifie la psyché pour la psychologie des profondeurs. Compréhension de la psyché dans le temps historique. Qu'est-ce que la psyché? Un point de vue de S. Freud. Sur le schéma de l'annexe 1, l'homme est représenté par le carré. Le cercle où il s'inscrit matérialise le rayonnement du moi. Le premier cercle intérieur est l'expression du préconscient ou seuil d'émergence de la conscience. Le second, plus profond, exprime l'enracinement du surmoi dominateur et de l'ego amplificateur. Le ça se présente comme un trou noir et occupe le centre. L'homme est aussi la sphère du moi dont la géométrie variable sera fonction de l'ego et du surmoi, selon qu'ils sont maîtrisés, ou que l'un ou l'autre impose son hégémonie sans partage. Les quatre concentrent donc la psyché de l'homme dans son historicité propre et dans l'histoire. L'impénétrable noyau profond où tout se perd est le ça. Il y a identité entre le ça et l'inconscient. Il s'agit d'une immense découverte au sujet de l'homme, dans la transparence de sa représentation psychique. Il observe et subit l'univers depuis sa dimension intérieure, mais également à partir de cette singularité perceptive à laquelle il est couplé et qu'il présente au monde, dont il est physiquement détaché. Ainsi est-il ce tout humain découplé du tout universel, qui a pris corps dans la dualité. Un corps qui véhicule par son existence propre, celle du psychisme, tel est le mystère dans ses dimensions intérieures sensibles, perceptives et cognitives. Le sujet de l'exploration de S. Freud est le rapport de l'être objectif, extérieur, à l'être subjectif, intérieur, dans une incarnation sans autre dimension que la psyché humaine, seule présente, dans l'histoire de l'individu dans le temps historique où il se projette vers le futur. Freud est inconsciemment orienté par son milieu cultuel et culturel. Otto Rank a abondé dans ce sens en enfermant l'antériorité humaine et donc en la limitant au seul triptyque – gestation, travail traumatique, naissance. En fait, il ne s'agit que d'une opposition binaire – plan universel, symbole utérin cosmique, plan terrestre, où la symbolique humaine du travail de la naissance est toujours une descente, une chute et le traumatisme originel la source de l'angoisse primitive. C'est la mort qui nous en délivrera, et représentera alors une ascension. Paradoxalement, l'apparent enfermement utérin décrit par Otto Rank est aussi en réalité la symbolique par similitude d'une ouverture en direction de la myose cosmique. Pour la psychothérapeute et conférencière Marie-Louise von Franz, qui travailla de longues années avec C.G. Jung et collabora à ses ouvrages les plus importants, la différence entre les deux maîtres est la suivante. Dans la perspective freudienne, l'inconscient est seulement, pour dire les choses aussi crûment que schématiquement, une poubelle où sont jetés des faits conscients et des expériences personnelles réprimées ou supprimées, et dans laquelle ils vont rejoindre quelques restes archaïques dont la définition reste assez vague. Dans une telle perspective, lorsqu'un événement onirique survient, on a toujours tendance à le faire remonter à quelque événement extérieur tel qu'un traumatisme de l'enfance, une représentation consciente, etc. Jung fut amené par son observation de praticien à la conclusion, pour lui de plus en plus évidente, que l'inconscient n'est pas seulement un système répondeur qui réagit aux situations extérieures, aux pensées ou aux représentations conscientes, mais qu'il peut produire de lui-même et sans cause extérieure ou biographique, un fait nouveau. Il est, en d'autres termes, créateur, au sens fondamental du terme. Ce mouvement monte peu à peu jusqu'à la conscience et apparaît comme une exigence de changement, un élargissement du champ de la conscience, ou encore sous la forme d'une impulsion créatrice. 2. Structure des profondeurs de la psyché selon C.G. Jung. Elle ne manque pas d'intérêt et vient en complément de celle de S. Freud, mais bute, comme l'illustre psychiatre helvète le reconnaîtra lui-même, sur la polarité propre au réel que représente dans la dualité la part d'illusion intrinsèque qui en structure aussi la qualité. Pour C.G. Jung, un tort représente la globalité de ce qu'est la psyché, inconscient plus conscient de l'universel où l'humain est inscrit et qu'il nomme le soi. En conséquence, cette psyché, ce soi est à la fois intérieur et extérieur, animé d'un mouvement propre qui permet ainsi à tous les éléments de volume externe de transiter par celui du volume interne situé au centre et vice-versa. L'image la plus simple et la plus compréhensible en est celle de la pomme. Il suffit de prolonger l'expérience en la tranchant en deux, pour avoir tout de suite à l'esprit le sens et la géométrie du tort. Par ailleurs pour Jung,
psyché et âme humaine sont une, ce qui explique pour lui l'importance de l'étude de ces métamorphoses, le grand éclairage dont nous disposons sur les contenus de cette entité extraordinaire qu'est la psyché. Le moi de Freud est pour Jung à la fois persona, animus, anima, ego, surmoi, ombre et inconscient individuel. Le ça de Freud est pour Jung à la fois le soi, l'inconscient individuel et collectif et le soi non-duel. Le préconscient de Freud est pour Jung inclus dans l'inconscient individuel comme le sont le surmoi, l'ego, l'animus, l'anima, persona et l'ombre, annexe 2. Un exemple des plus frappants, de l'inconscient individuel puisant dans le collectif, nous est fourni par la comparaison des torrents de Madame Guyon avec la conception des Védas et notamment avec un passage de l'Upneka à vol. Page 63, qui contient très résumé, mais exactement et même avec des images identiques, le contenu de l'ouvrage français, et cependant en 1680, Madame Guyon ne pouvait en avoir connaissance. Dans la théologie allemande, seule édition complète, Stuttgart 1851, il est dit au chapitre 2 et 3 que la chute tant du diable que d'Adam avait eu pour cause l'attribution que l'un et l'autre s'étaient faites à eux-mêmes des expressions « je et moi »,« mien et à moi », et à la page 89 on trouve « Dans le véritable amour il n'y a plus ni je, ni moi, ni mien, ni à moi, ni toi, ni tien, ni rien de semblable ». Or le Khoural traduit du tamoul par Grohl nous offre page 8, la phrase correspondante « La passion du mien qui marche vers l'extérieur et celle du moi qui se dirige vers l'intérieur disparaissent ». Et dans le Manual of Buddhism par Spence Hardy, Bouddha s'exprime ainsi « C'est moi ou c'est à moi, voilà des pensées que mes disciples rejettent ». À Schopenhauer, le monde comme volonté et comme représentation. Il n'y a pas de contradiction théorique entre la vision des deux chercheurs. Ce sont les référents respectifs des deux thèses qui les mettent en opposition. En fait, il s'agit de la vieille querelle du XVe siècle entre géocentrisme et héliocentrisme. On ne peut que féliciter Jung pour son anticipation peu commune, son génie consistant à faire coïncider l'archégone psychique et l'héliosphère. Les deux théories sont complémentaires et éclairent de leurs lumières respectives la structure profonde de la psyché. Le souci majeur des deux médecins était de soulager, si ce n'est de guérir leurs patients. On est libre de n'accorder aucun pouvoir thérapeutique à l'analyse, pourtant refuser toute démarche d'ordre analytique alors qu'elle n'est pas iatrogène est déjà l'empreinte d'une grande rigidité. Pour Freud le but est in fine de traiter, de soulager et de libérer. Pour Jung, la thérapie prend fin par la réalisation du soi lors de l'individuation consciente du sujet, qui est la rencontre du soi individuel et du soi universel. La diversité de l'homogène tient à l'espace et au temps que j'ai nommé en ce sens principe d'individuation. À Schopenhauer, de l'affirmation de la volonté de vivre. Le monde comme volonté et représentation. Le philosophe définit ici le premier stade de l'individuation, qui est l'incarnation induite par la sexualité et par la naissance. Il n'est pas difficile de percevoir que l'individuation d'ordre psychique dont parle à son tour le psychiatre helvète se rapporte au même principe, celui du temps et de l'espace. Dans l'esprit d'A. Schopenhauer, il n'existe pas de dichotomie envisageable entre corps physique et corps psychique. Pourtant, bien que Jung soit convaincu de la justesse de sa théorie, il ne manque pas de manifester ses affres quand il est confronté à la puissance de l'illusion néfaste qui gouverne le monde et qu'il ne parvient pas parfois à résoudre. Sa perplexité, il l'exprime par le désespoir de l'homme prisonnier du mirage de l'homme que matérialise le filet de la méa ou l'illusion de la dualité, si semblable à la drèche bien réelle qui noie les dauphins de l'antique Poséidon. I wonder where in his self-realization consists and what Maharishi actually did do. We know this running business from parents etc. With Ursintu. However, some of them have done something tangible, if it was only a crusade or something like a book or the Canto di Sol. I had a chance when I was in Madras, to see the Maharishi, but by that time I was so imbued with the overwhelming Indian atmosphere of irrelevant wisdom and with the obvious mea of this world that I didn't care anymore if there had been 12 Maharishi on top of each other. I was profoundly overawed and the black pagoda of Bhuvaneshvara took all the air out of me. India is marvelous, unique, and I wish I could stand once more en Cap Cormoran and know once more that this world is an incurable illusion. This is a very helpful and salutary insight, when you must not live daily in this damned machinery and these undeniable reality, which behave exactly like they are real.
écrivait Jung dans sa correspondance en 1938. Ce cri vient du cœur, non du mental, et l'on peut s'étonner de constater que Jung trébuche et chute ainsi dans sa marche vers l'accomplissement. Plus étonnant encore est de constater en lisant et relisant ce fragment, à quel point y est exprimé en cet instant, le fait qu'il soit lui-même le seul obstacle à la perception de la conscience du soi en soi. Le fait expérimental sur lequel il bute est qu'elle ne lui soit pas perceptible malgré sa présence réelle, comme le laisse supposer ce même texte et son œuvre. C'est son enracinement au sens que lui confère la philosophie de Simone Weil qui est la source ponctuelle, la forge cognitive rationnelle de sa cécité psychique, comme de son passager déficit perceptif, sujet qui ne peut être développé ici. Ainsi même nos maîtres sont confrontés en permanence à ce phénomène d'échappement constant de la conscience du soi en soi, et à l'image d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, nous naviguons d'écueil en écueil. Pourtant, le cri né de cet aveuglement est aussi porteur d'une espérance inouïe, et d'une information qui n'a pas de prix pour ceux qui suivent une voie comparable. Le dernier obstacle sur le chemin ressemble à s'y méprendre à nous-mêmes. Le commentaire qui me vint à l'esprit, à la lecture de cet aveu de C.G. Jung fut Damned Machinery for Damned, Fashioned by their Damnation. Il est possible que même Jung ait sous-estimé la puissance de Méphistophélès, serviteur du prince des ténèbres en ce bas monde. Troisième théorie plusieurs fois millénaire. Il existe une troisième théorie concernant la structure de la psyché. Contrairement aux deux précédentes qui ne sont pas encore et à ce jour, simplement centenaires, cette troisième proposition est plusieurs fois millénaire. C'est ce puits de la connaissance que C.G. Jung explora, trouvant une confirmation et ou une inspiration à ses recherches sur le soi et la réalisation en soi de ce qu'il nomme l'individuation. La limpidité du Vedanta fait qu'il pose simplement et dès l'origine l'axiome sacré de l'identité de soi entre l'Atman individuel humain, Purusha esprit du cosmos de forme humaine et Brahman non né, le soi hors la création duel, annexe 3 et annexe 4. Il y a donc identité de l'esprit individuel, de l'esprit cosmique et du soi non né le Brahman. Il est nécessaire et indispensable de lui conserver son nom, afin de ne pas chosifier ce qui est depuis de si nombreux millénaires. Le vide qui est le sien induit l'idée de circulation du tort des figures 2, 3, 4, 5 à l'exemple des intuitions visionnaires de l'Inde antique et de la physique hypermoderne, mais n'évoque pas celle de sa densité. Si le Vedanta dénie à la matière tout support ontologique au premier degré, c'est pour laisser la part belle à Méa, la grande déesse de l'illusion de la dualité, afin que l'esprit du cosmos en Purusha ou soi individuel puisse méditer sur la substance sous-tendant la matière. Le Brahman non-duel ou soi ou psyché dont l'esprit s'exfolie. C'est la doctrine de la Méa, et sous ce mythe il faut voir exactement ce que Kant nomme phénomène par rapport à la chose en soi. Difficile de dire en soi, en quoi cette vérité kantienne cérébrale est plus authentique que les énoncés hindouistes et platoniciens, dont les promoteurs connaissaient parfaitement l'existence des filtres du perceptif et du mental. Il apparaît, selon la distinction kantienne de l'a posteriori, que la terminologie dont use Kant soit l'obstacle majeur à la compréhension du rapport réel liant phénomène et chose en soi. Le soi non né, principe psychique énergétique et spirituel dans la dualité de la matière cosmique, Purusha, accomplit ainsi la perspective sacrée et l'anime. Dès lors, l'esprit du cosmos dans la matière ou corps de Purusha ne cessera de se développer, sous l'effet du temps induit simultanément. C'est le yoga et sa pratique qui sont le véhicule de ce combat de la grammaire mathématique du nombre, traduction plus qu'approximative du sanskrit Shamkhya. Par l'ascèse et la méditation de l'esprit sur lui-même, le yogi atteint l'unité des dimensions physiques, psychiques et spirituelles en l'être humain par le cheminement sur cette voie. Le sadhu s'immerge en la Samkhakarika, commentaire de la Shamkhya et de ses 25 principes. Son analyse de la réalité est rationnelle. Il identifie la matière inerte, non consciente, enfantée d'un milieu, plasma cosmique primordial unique, non manifesté, et Purusha, le 25e principe de la méditation du Samkhakarika, lui-même issu de la matière et support de l'esprit cosmique. Ce n'est que lorsque l'union du milieu originel non manifesté de la nature primordiale et de Purusha se réalise en lui qu'il est vécu, c'est-à-dire traversé par le yoga du développement du monde phénoménal d'où sa conscience de yogi exfolie en permanence du milieu originel inconscient,
qui s'est relativisé en adoptant le mode de la conscience par l'action agissante de la réalité astrophysique et physico-chimique cosmique relative et quantique en expansion. Ce propos sur les 3 piliers philosophiques de l'Inde antique que sont le Vedanta, le Samkhya-Karika et le yoga est indispensable pour comprendre le bien fondé de la grille de lecture proposée. 4. Le taoïsme. Il ne propose aucune réflexion concernant la structure de la psyché, si ce n'est son évidence. Pour le sage chinois, le Tao est, il ne se discute pas, il ne nécessite aucun détour dialectique quant à sa réalité ou sa non-existence. Le sage est dans le Tao, habité par lui. Il est s'observente, réciproquement, tout en observant et en adaptant à l'infini le plaisir et le calme qu'il engendre par l'exercice des contraires opposables et complémentaires. Le Tao s'exprime et s'expérimente par ce que Heisenberg nomme le tout, en l'opposant à la partie. Le tout du Tao est le siège de la synesthésie. Du grec koinaesthesis koinéesthesis, sensibilité-perception commune. La définition que donne Freud du psychisme s'identifie à son anatomie et à sa physique cosmique. Par cette propriété particulière, les conflits entre jeu-sujet et jeu-objet qui nourrissent le dialogue métapsychique des philosophies de l'Inde et de l'Occident, n'a pas lieu d'être pour Lao Tse. 5. La réalité de psyché. Les principes du tout et de la partie sont posés avec acuité par les développements précédents. Le 5e relève de l'univers quantique et d'un nouveau venu nommé infraquantique. Si Richard Feynman affirme que personne ne comprend la mécanique quantique, qui donc est en mesure de saisir l'inframécanique quantique? L'infraquantique des béotiens que nous sommes est l'approche dite par Myohara Mugur-Schechter, l'inframécanique quantique, du relativisme épistémologique découlant de la prise en compte des modèles du monde proposés par la mécanique quantique. Dans le cadre de cette dernière approche, le réel n'est pas objectif mais au mieux intersubjectif et instrumental. Il est construit en permanence par les développements de la physique quantique et des sciences, telle la cosmologie quantique, s'en inspirant. C'est ni plus ni moins le point de vue de Kant. Nous ne reprendrons pas ici les nombreux articles consacrés à ce qu'il faut bien appeler la marche conquérante de la physique quantique et de ses conséquences épistémologiques. Disons que les plus potentiellement créatrices de ces conséquences obligent à considérer avec un regard nouveau le fonctionnement du cerveau et celui de l'esprit qui découle de ce dernier. Pour simplifier, on parlera d'une approche constructiviste qui oblige à prendre en considération l'émergence d'entités échappant aux contraintes du déterminisme physico-chimique linéaire. Le terme d'émergence paraît relever de la facilité de vocabulaire, mais il traduit bien le fait que dans le monde quantique et dans les mondes physiques déterminés par lui, peuvent apparaître à tout moment des mécanismes, déterminismes ou concepts de type probabiliste et statistique s'appliquant aux grandes masses de données, que ces données soient d'ailleurs déjà identifiées par la science ou qu'elles ne le soient encore qu'incomplètement. Dans cette perspective, rien n'obligerait la science des modèles constructivistes à refuser l'apparition sur la Terre ou sur tout autre corps céleste, de propriétés qui ne découleraient pas de déterminisme préalable, ceci que nous soyons ou non conscients de l'existence de ces propriétés. À la limite, diraient les optimistes de la philosophie constructiviste, pourquoi ne pas imaginer que de telles propriétés puissent naître de façon statistique et probabiliste dans les univers chaotiques de nos cerveaux, puis se matérialiser ensuite sous l'effet des comportements constructifs des individus ou groupes les ayant adoptés? C'est toute la raison spéculative de Kant. À ce moment, l'univers, tout au moins sur la Terre et dans les astres proches, pourrait se transformer de façon spontanée dans un sens actuellement imprévisible ou peu prévisible, à condition que les propriétés ainsi imaginées soient capables de mettre en action des forces physico-chimiques, voire cosmologiques préexistantes, c'est-à-dire pour certaines d'entre elles relevant du quantique intemporel. Qui est donc ce quantique intemporel? Dieu ou l'inconscient qui impose les contraintes physico-chimiques non linéaires de son vortex en apparence déterministe. Il est peu probable que la science moderne, sous ses aspects les plus constructifs, enrichie de telles considérations, puisse s'étendre à l'ensemble de la planète et a fortiori à l'ensemble du système solaire ou de la galaxie? Et pourquoi ne pas imaginer cependant qu'elle puisse avoir une influence faible ou forte, immédiatement ou plus tard, dans le monde indescriptible parce que chaotique des conflits entre informations se déroulant d'un système planétaire à un autre? Jean-Paul Bacquiast, coprésident de l'association Automates Intelligents,
consacré à l'intelligence artificielle, la robotique et la réalité virtuelle, 25/8/2013. Extrait de l'article critique à propos de Mind and Cosmos. Why the materialist neo-darwinian conception of nature is almost certainly false, du 26/9/2012 par le professeur universitaire Thomas Nagel, professeur en philosophie et droit à l'Université de New York, http://philoscience.over-blog.com/. Deuxième et troisième phrase mot à mot. Le réel n'est pas objectif mais au mieux intersubjectif et instrumental. Il est construit en permanence par les développements de la physique quantique et des sciences, telle la cosmologie quantique. Autrement dit, notre réel est celui que construisent les instruments conçus par les mathématiques, la physique moderne et l'informatique. L'homme n'a plus rien à faire dans cette cosmogonie. Ceci est une vérité objective. Le corollaire qu'elle sous-tend et qui consiste à expurger l'intersubjectif humain dans sa totalité au moyen de la machine, est une dérive psychoïde de la pensée scientifique, qu'agrémente une négation de l'être dans le temps. Le reste de l'énoncé est difficile à concevoir, ce qui semble aussi être le cas pour l'auteur, exception faite des reprises théoriques de la métaphysique de Kant. Le quantique intemporel et l'homme temporel sont-ils sans rapport ? La réalité liée à la qualité de l'intersubjectivité au cours de l'étude expérimentale quantique répond d'elle-même. L'objet quantique intemporel que seul l'objet de mesure informatique intelligent à intersubjectivité nulle peut approcher pour son étude physique, est une idée saugrenue. La raison logique en est simple, l'objet de mesure dans ses conditions expérimentales est l'objet à mesurer. C'est-à-dire qu'on est dans une construction où sont présentes deux conditions différentes de la même totalité de psyché. Il advient peut-être quelque chose, mais plus personne pour le savoir par définition, sauf la machine. Il n'y a plus d'observateur, seulement une IA faisant son rapport à une autre IA. Même si intelligence signifie aussi conscience pour l'humain, celle de la machine qui est puissance de calcul, qualifie-t-elle pour autant une conscience associée à l'objet ? Dans ce cas, la conscience artificielle est similaire au paradis du même nom, imaginaire, inexistante, puisqu'elle ne s'inscrit pas dans la définition de ce qu'est la conscience, une singularité temporelle de surface produite par la voie biologique empruntée par la matière inconsciente et disposant de contenu psychique. Ce qui peut être signifié par IA, ou intelligence du calcul de la machine, est une singularité différente propre à la voie minérale, de la même façon qu'il en existe une troisième selon la voie végétale. Pourquoi les mathématiques ne peuvent-elles pas modéliser directement la conscience ? Et tendent-elles plutôt à assimiler ces facultés à une seule, pour la réduire à la vitesse du calcul ? Parce qu'elles en ignorent tout, et qu'il n'existe pas d'équation ni d'algorithme pouvant définir la psyché. Les intelligences artificielles informatiques ne sont que des machines à calculer surpuissantes sans perception consciente, même pourvues des simulacres que sont les fonctions opératives de leurs vertigineux calculs et de leurs réseaux plagiés des anatomies des faisceaux de fibres neurales, elles ne sont pas sujettes aux émotions sensibles. En admettant qu'une intelligence artificielle soit en mesure de développer une analyse, qu'est-ce qu'une compréhension sans le sens ? Le résultat sera autre chose dont nous ne savons rien, excepté le fait que cela sera non humain, un objet définissant son réel, sa réalité, construit avec des contenus machines n'ayant rien à voir avec l'humain, mais signifiant sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.